De nouvelles techniques de pêche en mer se développent, à la clé davantage de profit pour certains pêcheurs, mais à quel prix pour la sauvegarde de notre indispensable écosystème marin? C'est finalement la question posée par ce documentaire What the Fish, réalisé par Dorian Hayes et Émeric Missoud, illustrant, vous venez de le voir, la bataille européenne livrée autour de la pêche électrique en mer du Nord. Dès lors, quels sont les enjeux environnementaux qui devraient désormais conduire les intérêts des pêcheurs européens? Nous allons en débattre maintenant avec nos invités présents sur ce plateau de Débat-Doc. Avec vous, tout d'abord, Michèle Rivasi, bienvenue. Vous êtes depuis 2009 maintenant députée européenne Europe Écologie Les Verts. Également avec nous en webcam cette fois, Daniel Fasquelle. Bienvenue à vous, Daniel Fasquelle. Bonjour à tous. Vous êtes ancien député Les Républicains du Pas-de-Calais, aujourd'hui maire du Touquet Paris-Plage. Et c'est d'ailleurs depuis votre mairie du Touquet que vous nous parlez aujourd'hui. Et puis en 2019, vous avez remis un rapport d'information parlementaire au gouvernement contenant 34 propositions pour une stratégie nationale en faveur de la pêche. On pourra tout à l'heure en dire, j'imagine, quelques mots. Et puis enfin avec nous sur ce plateau, Laetitia Bizio. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes membre de l'ONG Bloom qui, on l'a vu, a été en première ligne dans la bataille de la pêche électrique qui nous a été décrite dans le documentaire que nous venons de voir. Bloom qui s'est donné pour objectif, je cite, d'œuvrer pour le bien commun en créant un pacte durable entre l'homme et la mer. Première question, racontez-nous la suite de ce film, de ce documentaire. Si on a bien compris, eh bien, au 1er juillet prochain, au 1er juillet 2021, la pêche électrique sera bannie de l'Union européenne. Est-ce que ça sera vraiment le cas ? Alors oui, la pêche électrique sera bien interdite au 1er juillet 2021, donc quasiment 2 ans et demi après la décision qui a été prise par l'Union européenne. Alors pendant ces 2 ans et demi, il s'est passé pas mal de choses, comme vous pouvez vous en douter. Les Pays-Bas ont tenté de faire annuler l'interdiction de la pêche électrique. Ils ont notamment saisi la Cour de justice de l'Union européenne, qui devrait donner son verdict dans quelques jours. Bon, on pense qu'il y a assez peu de chances qu'ils parviennent à faire annuler l'interdiction, mais on reste vigilant. Est-ce que les Pays-Bas continuent d'expérimenter la pêche électrique et de bénéficier de subventions de l'Union européenne pour continuer cette pêche électrique dans l'immédiat? Alors, la pêche électrique, effectivement, continue à l'heure actuelle. Et on vend le fruit de ces pêches aujourd'hui? Oui, les poissons sont vendus en criée. En fait, les Pays-Bas avaient 84 dérogations officiellement. Ils ont dû en supprimer, normalement, ils auraient dû en garder 15, ils en ont 22. Donc ils continuent en plus de frauder. Nous avons alerté maintes fois la Commission européenne en déposant plainte. La Commission européenne a dû admettre qu'effectivement les Pays-Bas étaient en infraction, que ces dérogations ne devraient pas avoir lieu, on devrait leur retirer, mais la Commission laisse faire. Elle laisse les Pays-Bas piétiner le droit européen, elle n'assume pas son rôle de gardienne des traités. Et ça a des conséquences délétères, vous l'avez dit, pour l'environnement, mais également pour les pêcheurs. Parce que 2 ans et demi de techniques en plus, de techniques de pêche supplémentaires, les pêcheurs européens n'en peuvent plus. Oui, c'est autant de pertes, évidemment, pour les autres pêcheurs, ceux qui pêchent encore d'une manière, on va dire, plus traditionnelle. Il y a quelque chose qui est assez troublant dans ce film, c'est que, si on a bien compris, il n'y a aucune étude qui existe autour des dommages que peut causer la pêche électrique aujourd'hui. Il y a de profonds soupçons sur les dommages causés sur l'écosystème marin, mais il n'y a pas d'études tangibles. L'Union européenne n'a pas lancé d'études depuis ce documentaire scientifique qui pourrait permettre d'étayer le fait que ça détruit bel et bien les fonds marins, ou qu'au contraire, ça ne détruit pas aujourd'hui l'écosystème marin. Alors, il existe quelques études. Les études, en fait, sont produites par les instituts néerlandais, qui sont commandités par les lobbies de la pêche électrique. Donc, ils sont à la fois juges et parties. Donc, évidemment, ils ne vont pas poser des questions qui seraient compromettantes et qui feraient que la pêche électrique montrerait qu'elle est délétère. Mais certaines études montrent, et d'ailleurs on le voit très bien dans le document What the Fish, à un moment donné un scientifique dit que la mortalité et le retard à l'éclosion des œufs est supérieur lorsque l'œuf est soumis à un courant électrique.
Il y a également aussi le cas des cabillots. Les cabillots de grande taille ont le dos qui se brise sous le choc électrique, c'est violent. Entre 50 et 70% des cas. Ouais, absolument. Donc, le peu d'études qu'ils ont faites et qui prouvent que la pêche électrique est néfaste, ils essayent de la mettre sous le tapis. Et bien sûr, ils ne vont pas creuser dans cette direction. Bon, et dernière question, est-ce que les Pays-Bas sont les seuls mauvais joueurs, on va dire, dans cette affaire de la pêche électrique, ou est-ce que d'autres pays expérimentent eux aussi la pêche électrique? Alors, la pêche électrique telle qui est présentée dans le documentaire What the Fish, uniquement les Pays-Bas, mais ils investissent dans d'autres pays en achetant des navires sous pavillon allemand, sous pavillon britannique, pour augmenter en fait leur nombre de bateaux. Michel Rivasi, qu'est-ce que ça nous raconte finalement, cette fameuse bataille autour de la pêche électrique qu'on a vécue ces dernières années dans la mer du Nord? Écoutez, d'abord, moi, félicitations pour ce documentaire, parce que je trouve qu'il montre comment des lobbies, et là on voit ce lobby industriel néerlandais, peut complètement annihiler les ressources halieutiques des poissons avec des méthodes terribles. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la journée de la biodiversité. Vous voyez que là, on supprime toute la biodiversité. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez pointé tous les dysfonctionnements du système. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que depuis 1998, il y avait interdiction de la pêche électrique. Mais au-delà de l'Europe d'ailleurs, même en Chine, au Brésil, etc. Et c'est la Commission en 2006 qui, sous prétexte d'une étude scientifique, et votre association l'a très bien montré qu'elle n'existait pas, au contraire, elle disait, le conseil scientifique et technique disait, il ne faut pas aller dans le cas de la pêche électrique. Eh bien, la Commission, avec la complicité des États membres, a décidé de voter une réglementation pour autoriser 5%, voyez, de pêche électrique, en disant que c'est l'innovation. 5% dérogatoire, pour Dérogatoire, l'expérimentation. exactement. Oui. Mais ça... Avec des subventions européennes qui vont avec 20 millions d'euros de subventions pour ces expérimentations. Il y a eu, le fait que la Commission n'a pas contrôlé, et c'est ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire que les Hollandais ont multiplié le nombre de bateaux. Deuxièmement, il y a eu des subventions de 2007 à 2014 de plus de 20 millions d'euros, sous prétexte de l'innovation. Et en plus, alors donc il y a mensonge, il y a eu fraude. Personne râle vis-à-vis de ces fraudes. Il a fallu plusieurs plaintes, mais c'est toujours pas allé jusqu'au bout. L'OLAF, qui est la structure anticorruption, a été saisie. Elle a arrêté l'enquête. La commission complice et les États aussi. Parce que franchement, que ça soit la France, que ça soit d'autres États, ils auraient dû taper le poing sur la table, voyant que la Hollande multipliait la pêche électrique. Et donc appauvrissait les ressources halieutiques. Donc, je trouve que s'il n'y avait pas eu le Parlement européen, et je voudrais féliciter votre association, parce que, vous voyez, le fait de travailler ensemble entre l'association Bloom, les Verts, d'autres membres d'autres partis politiques, on a pu dénoncer ça et on a pu voter au Parlement européen l'interdiction avec l'histoire du trilogue, parce qu'il y a quand même... Et on l'a très bien compris dans le documentaire, trilogue, le Conseil européen, tout à fait, la Commission européenne et le Parlement européen qui sont obligés de se mettre d'accord. Oui, mais en toute opacité quand même. Absolument. Vous voyez, il y a l'opacité des États membres, on ne sait pas trop ce qu'ils vont voter. Ouais. Et puis dans ce trilogue, moi j'ai participé en tant que rapporteur, il n'y a pas de public. C'est à huis clos. Et là, j'espère qu'au 1er juillet 2021, ça sera fini cette pêche électrique. Parce que là, vraiment, c'est une atteinte à la biodiversité. On va réécouter juste la parole d'un pêcheur et d'un pêcheur français des Hauts-de-France, de votre région, Daniel Fasquelle, et je vous donnerai la parole juste après. Il s'agit de Stéphane Pinto, qui était lui aussi un des fers de lance des pêcheurs français dans cette fameuse bataille de la pêche électrique en mer du Nord. Nous, la situation concernant la pêche électrique, on l'a subie depuis 3 ans. De 2012 à 2017, nous avons perdu pratiquement plus de 50% de production. Et à l'époque où l'État hollandais ou les pêcheurs hollandais pêchaient à la pêche traditionnelle, on se partageait cette ressource. Aujourd'hui, ils nous ont dit eux-mêmes, ils sont présents dans cette salle, ils le savent très bien, j'ai fait des réunions avec eux, ils pêchent 4 à 5 fois plus. Nous sommes des pêcheurs, nous dépendons d'une ressource naturelle que nous nous devons
de protéger. Daniel Fasquelle, j'imagine que vous étiez aux côtés des pêcheurs français des Hauts-de-France, hein, évidemment, de votre région, et notamment de Boulogne-sur-Mer, on l'a bien compris dans ce documentaire, dans cette fameuse bataille. Vous êtes complètement rassuré ou il y a encore beaucoup de points d'interrogation concernant la suite de cette pêche électrique en mer du Nord, du côté français ? Je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant. On a souligné le rôle de Bloom, le rôle du Parlement européen. Moi, je voudrais ajouter quand même le rôle de l'Assemblée nationale, puisque quasiment tout parti confondu, nous avons aussi joué notre partition en votant l'interdiction de la pêche électrique. Alors, certes, c'était peut-être pas notre compétence, c'est ce qu'on nous a répondu, mais on l'a fait quand même. Je crois qu'à un moment, ça a quand même contribué à faire bouger les lignes, y compris au plan européen. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que finalement, ça interroge sur le modèle de la pêche. Parce qu'il y a une quantité de poissons, comment va-t-on les pêcher ? Est-ce qu'on s'en tient aux méthodes artisanales classiques et traditionnelles de la pêche qui ont quand même relativement préservé la ressource ? Ou est-ce qu'on accepte un autre modèle de pêche, qui est un modèle beaucoup plus agressif, capitalistique, industriel ? Moi, j'ai toujours défendu la pêche artisanale et je continuerai à défendre la pêche artisanale parce que c'est plus d'emplois, mais c'est aussi un meilleur respect de la ressource. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans cette affaire, c'est une formidable faillite de la politique commune des pêches. Si on a mis en place la politique commune des pêches, c'est pas pour en arriver là. Et je ne comprends pas non plus la position et la politique de la Commission dans cette affaire. Il a fallu effectivement que Bloom révèle une étude de 2006 pour que ça fasse aussi bouger les lignes, étude qui finalement avait été plus ou moins cachée par la Commission européenne. Après, sur le fond, il est évident, il est démontré que c'est une méthode de pêche qui est beaucoup trop agressive, qui vide la mer de ses poissons, qui appauvrit les filières. Vous avez parlé de Boulogne-sur-Mer, mais c'est vrai aussi, par exemple, à Dunkerque. Ce sont tous les pêcheurs du littoral français, du nord de la France, qui sont pénalisés par ce qui se passe. Et eux, ils constatent concrètement sur le terrain la diminution de cette ressource. Puis après, on n'a effectivement aucune étude sérieuse sur les dommages collatéraux, parce qu'on vise un type de poisson, mais qu'en est-il des juvéniles, qu'en est-il des œufs, effectivement, qu'en est-il aussi des autres poissons qui peuvent être touchés par ces courants électriques. On a là un mode de pêche qui est beaucoup trop agressif. Mais au-delà de la technique de la pêche, je pense que ça pose la question de la politique commune des pêches et aussi du modèle que l'on veut demain pour la pêche européenne et pas seulement française. Oui, Laetitia Bizio, vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit par Daniel Fasquelle ? Oui, je souhaiterais compléter Ouais. sur la situation actuelle en fait, des fileyeurs qui est vraiment catastrophique. Cette pêche électrique les a plongés dans un tunnel et aujourd'hui ils ne voient pas le bout. Il faut savoir que la criée de Dunkerque a fermé. Dans l'ignorance totale du gouvernement, ils n'ont reçu aucun soutien. Les bateaux font faillite, les entreprises font faillite les unes après les autres. On a même un pêcheur français qui était fileyeur, qui avait son petit bateau, qui était patron. Aujourd'hui, il se retrouve à devoir pêcher sur un navire industriel, le modèle qu'il combattait lui-même. Vous voyez la violence, en fait, de cette... Ça veut dire que l'État français, parce qu'on a vu dans ce documentaire qu'il allait être demandé à l'État français de compenser la fameuse période de compensation jusqu'à la date effective du 1er juillet prochain. L'État français a failli de ce point de vue-là, vis-à-vis des pêcheurs français impliqués dans ce dossier ? Le gouvernement français n'a absolument pas aidé les pêcheurs et continue de les ignorer. Pour vous donner un exemple, la Commission européenne qui continue d'ignorer les plaintes, de laisser les Pays-Bas frauder. On leur a demandé, avec les pêcheurs, de déposer un recours en carence contre la Commission européenne pour l'obliger à ouvrir une procédure d'infraction. Vous savez ce que la ministre de la Mer a répondu ? Elle a répondu « Je formule le vœu que la décision de la Cour de justice soit en accord avec la politique commune de la pêche » par rapport au fait que les Pays-Bas avaient saisi la Cour, pas par rapport au fait qu'elle allait saisir la Cour. On parle de la pêche électrique, il y a d'autres modes de pêche qui sont particulièrement dévastateurs pour l'écosystème marin. Alors, on peut peut-être en citer. Le chalutage de fond, par exemple, est réputé pour être particulièrement dévastateur. Il y a comme ça d'autres méthodes de pêche industrielles qui illustrent très bien ce qu'a dit Daniel Fasquelle, aussi ce bras de fer entre ce qu'on appelle la pêche industrielle, puis la pêche plus traditionnelle et plus respectueuse de l'environnement. Mais tous les exemples montrent que dès qu'on passe à l'échelle industrielle, soit c'est du labourage de fond, et vous voyez bien que ce n'est pas du tout sélectif, soit c'est la pêche électrique qui tétanise complètement les poissons et qui font qu'ils sortent.
La nouvelle, ça doit être les waterjets, où c'est carrément un karcher d'eau qu'on envoie, vous voyez, pour que les poissons remontent. C'est pas possible. Il faut qu'on aille dans ce qu'a été dit, la pêche artisanale, et une pêche douce avec, je dirais, des études scientifiques qui évaluent, vous voyez, quelle est la population qu'on doit protéger, quelle est la population qui prolifère et qu'on peut pêcher, etc. Donc il faut les deux de pair pour avoir une approche la plus, je dirais, respectueuse, la plus durable. La plus durable. Exactement. Sauf que là, moi je voudrais revenir sur la complicité des États. Oui. Parce que dans cette affaire, la Commission, je suis d'accord, une opacité totale, lien et complicité avec les lobbies industriels, mais avec la complicité des États. La France n'a pas joué son rôle avec l'ensemble quand même des pêcheurs artisanaux pour dire non, on refuse ce que font les Hollandais. Parce que les Hollandais, ils sont en pleine fraude avec la complicité de la Commission, mais le fait qu'aussi la France n'ait pas attaqué, parce qu'elle aurait pu attaquer les Pays-Bas en disant « vous fraudez, vous respectez pas le nombre de bateaux ». En plus, là, vous avez quelques années où ils reçoivent des compensations financières quand même, les Hollandais. Vous voyez, je trouve ça, moi, mais c'est vraiment inadmissible. Alors après, et ça peut paraître sans doute assez incompréhensible par ceux et celles qui nous regardent. Mais exactement. Ouais. Et ce que je voudrais dire aux gens, vous voyez cet exemple, il montre que grâce aux associations, grâce à des parlementaires courageux, on est arrivé, vous voyez, à voter cette interdiction. Et même avec un trilogue compliqué, on y est arrivé. Mais il y a d'autres réglementations qui protègent l'environnement, mais du type pollution de l'air, du type de l'eau, du type, vous voyez, au niveau des sols, sur les pesticides, qui fait que ça avance. Mais la première fois que j'ai regardé ce reportage, je me suis dit, mais c'est terrible, cette collusion entre l'industrie, la Commission et la complicité des États. C'est ça qu'il ne faut pas faire, parce que là, il n'y a plus aucun espoir pour l'avenir. Daniel Fasel, je crois que vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit en plateau. Et puis, je voudrais savoir où vous mettez le curseur, vous, entre où se situe la pêche durable, entre la pêche industrielle et ces techniques plus ou moins dévastatrices, c'est vrai, pour l'écosystème marin, et puis la pêche traditionnelle. Non, là où je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est en ce qui concerne l'action des États. Effectivement, les États peuvent parfaitement, même si une compétence de l'Union européenne, peuvent par exemple saisir la Cour de justice ou à minima se joindre à une action devant la Cour de justice. Et les parlementaires, y compris nationaux, peuvent aussi s'emparer de ces sujets comme nous l'avons fait à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un point important. Par contre, là j'ai un point de désaccord, mais je m'y attendais. C'est en ce qui concerne la pêche au chalut, parce que pour en discuter beaucoup justement avec les marins pêcheurs des Hauts-de-France, mais pas seulement. Moi, j'ai rendu un rapport, vous l'avez dit, ce qui fait que j'ai fait à plusieurs reprises d'ailleurs un tour de France de l'ensemble des marins pêcheurs, y compris outre-mer. La pêche au chalut n'est pas aussi agressive qu'on veut bien le dire. Les techniques ont aussi évolué, c'est que les chaluts ne raclent plus les fonds comme ils le faisaient auparavant. Et là où les chaluts passent, eh bien, les fonds ne sont absolument pas abîmés, détruits, et en tous les cas, la biodiversité n'est pas atteinte. Et moi, je sais que mes marins pêcheurs font la comparaison entre des endroits où ils passaient au chalut et des endroits où ils ne passent plus. Eh bien, les endroits où ils passent, les fonds sont plus intéressants que dans les endroits où ils ne passent plus. Donc, il faut être... Mais en tous les cas, je sais qu'on ne sera pas d'accord sur ce point. En tous les cas, ça mérite une étude. Mais moi, je dénonçais une autre méthode de pêche, qui est une méthode de pêche qui vide la mer de ses poissons, qui est la méthode de la Seine danoise. En fait, on pose un filet dans la mer, et ensuite on le resserre, et là on vide pour le coup la mer de ces poissons, et quand la Seine danoise est passée, il faut énormément de temps avant que les poissons puissent repeupler la mer là où la Seine danoise a été utilisée. C'est une méthode de pêche extrêmement agressive, utilisée notamment par les Hollandais à nouveau, qui se sont installés pour certains ports de Boulogne-sur-Mer, et ce qui a obligé d'ailleurs certains marins-pêcheurs français du coup à utiliser la même technique, parce que sinon ils ne pouvaient plus pêcher efficacement et rivaliser avec eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi la politique commune des pêches ne joue pas son rôle, parce qu'on a une surpêche et une cohabitation qui n'est absolument pas organisée entre ces différents types de pêche et entre ces différents marins-pêcheurs. Donc je crois que là il y a vraiment un sujet dont l'Union européenne doit absolument s'emparer. Il faut réguler les techniques, mais il y a un vrai sujet de cohabitation qui va être encore plus aigu du fait du Brexit, il faut le savoir, où là vous avez des pêcheurs qui avaient l'habitude d'aller pêcher dans les eaux britanniques, qui vont se rabattre dans les eaux européennes, notamment dans les eaux françaises. Donc ce que je dénonce là va être encore plus aigu
dans les mois et dans les années qui viennent. Et donc il faut une vraie politique commune des pêches, moi c'est ce que j'appelle de mes vœux. On va y revenir hein, sur cette politique commune de pêche. Je voulais juste avoir votre réaction sur ce qui vient d'être dit sur les méthodes de pêche utilisées, et notamment le chalutage de fond, hein, qui évidemment, contre lequel, surtout les fonds profonds, hein, contre lequel Bloom, votre ONG, part en guerre. Quelles sont les méthodes de pêche aujourd'hui, peut-être les nouvelles méthodes de pêche aujourd'hui, qui vous paraissent acceptables sur un plan environnemental? Y en a-t-il seulement? Alors, les méthodes de pêche, déjà, alors je vais revenir juste aux méthodes de pêche destructrices, et là je rejoins Monsieur Fasquelle là-dessus sur la seine danoise, qui est aujourd'hui une technique qui est décriée par les pêcheurs français et européens plus en général. Ils sont vent debout. Il y a eu d'ailleurs 2 manifestations, 2 blocages de port à Boulogne au mois de décembre parce que les Néerlandais viennent en fait débarquer le poisson et acheminent directement dans les criées néerlandaises par camion, et il y a un problème de contrôle. On ne sait pas ce qu'ils pêchent. Ça encourage évidemment la surpêche. Et cette seine danoise est effectivement très efficace. Hein. Il faut s'imaginer que c'est une sorte de poche qui fait un carré de 2 km sur 2 km qui encercle les poissons. Donc elle est très très efficace. Et donc, comme le disait M. Fasquelle, certains pêcheurs français s'y sont mis. Et donc, on a cette course à la technologie pour pouvoir rivaliser avec les pêcheurs qui utilisent des technologies dites innovantes. Il faut s'ajuster pour pouvoir rivaliser. Et on est sur cette course, en fait, technologique. Donc, ce n'est pas possible parce qu'à la fin, les pêcheurs vont être perdants s'il n'y a plus de poissons. Donc, la nécessité, c'est de préserver la ressource. J'ai appris en travaillant ce dossier qu'il y a vraiment une déperdition folle dans ce qu'on appelle le bycatch, ce sont les rejets hein, des pêcheurs. Et là, on n'en parle peut-être pas assez souvent, ce bycatch. C'est dramatique parce qu'on rejette à la mer jusqu'à 80% d'une pêche faite par un chalutier aujourd'hui, par exemple. Hein. Oui, parce qu'en fait, la pêche au chalut n'est pas sélective. Ce sont des engins qui sont traînés, lestés dans les fonds marins. Donc, Bloom avait combattu le chalutage en eau profonde. On allait jusqu'à 1500-2000 mètres de profondeur pour capturer ces espèces-là. Et donc, le chalutage n'est pas sélectif puisque c'est un engin qui est traînant et qui va capturer... Et oui, par définition. Voilà, qui va capturer tout ce qui est sur son passage. Ouais. Donc, ce qu'on conserve de ce chalutage peut représenter 20-30% de la prise. Oui. Et tout le reste est rejeté à la mer. Tout le reste est jeté à la mer. Poissons qui ne sont pas jugés commerciables, poissons blessés, etc. Et là, il y a une perte considérable hein, pour notre écosystème. Hein, la pêche électrique, c'était 70% de rejet. La pêche électrique, c'est du chalutage, mais on a modifié ce chalut en enlevant les chaînes, du moins une partie des chaînes, parce qu'ils en conservaient, et ils ont mis les électrodes. Donc ça reste une technique qui chalute. Et avec des rejets qui peuvent atteindre 70-80%. Alors, la politique communautaire, Daniel Fasquelle en parlait un instant, l'Union européenne a mis en place une politique commune de la pêche reposant sur 3 axes. Des quotas pour des zones de pêche et par pays, un encadrement des méthodes de pêche et la création d'aires marines visant notamment à protéger les zones de reproduction et les poissons juvéniles. Parmi ces 3 axes, où est-ce qu'on pêche le plus aujourd'hui en matière de politique communautaire ? Quel pays pêche Alors, sans le jeu de plus mots autour de pêche, hein, où est-ce qu'on faillit le plus hein ? Le terme est sans doute meilleur. Si vous parlez au niveau de l'Europe, il y a quand même, on l'a vu au niveau de la mer du Nord, et puis il y a eu les exemples en Méditerranée par rapport au thon. Vous voyez, il y a eu un exemple positif sur le thon. Parce qu'au début, quand l'Europe disait il y a des quotas sur le thon, c'était un scandale. Il y avait plein de manifestations, on avait bloqué même le port de Marseille. Et puis, il y a eu ces quotas et maintenant, il y a un repeuplement qui se fait. Donc vous voyez que si on n'a pas atteint cette taille limite, on peut repeupler au niveau des poissons. Et puis il y a eu plusieurs exemples dans le monde qui ont montré que le quota est un outil qui peut, s'il est bien utilisé, est bien contrôlé. Parce que le deuxième axe, c'est le contrôle. Qui fait les contrôles? Et vous savez qu'au niveau des bateaux, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui monte sur le bateau et qui contrôle, vous voyez, où ça se fait. Et puis après, il y a aussi le nombre de bateaux. Parce que derrière ça, il y a des subventions. Et quand on voit les thoniers, par exemple, on a vu qu'on a subventionné énormément de thoniers qui sortent, mettons, 1 semaine par an.
Alors, ils sont tout neufs, les bateaux. Ils ont des quotas, sauf que c'est pour un certain nombre de pêcheurs. Vous voyez, si on prend du recul, on veut, comme vous l'avez dit, une pêche sélective et pas une pêche où il y a énormément de rejets. On veut une pêche qui tienne compte de la reproduction de ces populations de poissons. Alors ça peut aller du thon, ça peut aller au cabillaud, ça peut aller... il y a plein d'espèces qui sont touchées. Mais ça, c'est des études scientifiques et indépendantes. Vous voyez, dans le cas de la pêche électrique, qui faisaient les études, c'était les industriels. C'est pas possible, ils sont jugés partis. Et puis ensuite, après, on aide, mais on veut quelque chose de doux. On veut quelque chose qui permet justement cette biodiversité marine. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, c'est la course. C'est la course à ce qui rapporte le plus à court terme. Daniel Fasquelle, qu'est-ce que vous reprochez le plus à cette fameuse politique communautaire de la pêche aujourd'hui? Est-ce que ce sont les quotas de pêche qu'il faut définir en y mettant davantage peut-être de critères environnementaux, par exemple? Moi, je crois qu'il faut écouter aussi les pêcheurs. Vous savez, il y a une représentante de Bloom sur le plateau. Moi, j'avais participé à un débat à Londres il y a quelques années en tant que parlementaire sur l'avenir de la pêche. Ça durait toute une journée, c'était passionnant, sauf qu'il n'y avait pas un seul marin pêcheur qui était là. Et je pense que c'est pas normal. On ne peut pas écouter les marins pêcheurs que quand ils vont dans le même sens que vous. Là, ils étaient contre la pêche électrique, donc du coup, voilà, tout le monde s'embrasse et tout le monde s'aime. Mais je pense que quand les pêcheurs défendent, par exemple, certaines formes de pêche, par exemple la pêche au chalut, je pense qu'il faut aussi savoir les écouter, parce qu'il y a pêche au chalut et pêche au chalut. Ensuite, s'agissant des rejets, il faut bien comprendre aussi et du ciblage des espèces, bien savoir là où on est. Parce que les pêcheurs bretons, eux, font quelques heures, voire quelques jours pour aller pêcher, ils peuvent cibler des espèces. Mais nous, ici, dans le Pas-de-Calais, par exemple, dans le détroit du Pas-de-Calais, c'est forcément une pêche multi-espèces et c'est très, très compliqué de cibler une espèce par rapport à une autre. Et s'il y a des rejets, c'est pas seulement parce qu'il y a des poissons qui ne sont pas commercialement intéressants, c'est aussi une conséquence de la politique de quotas. Puisqu'on nous dit, voilà, on limite les quotas, les marins-pêcheurs lancent leur filet de pêche et puis ils ramassent du poisson, et le poisson pour lequel le quota est déjà dépassé doit être rejeté. Ou alors doit être maintenant ramené à bord, mais on ne sait pas trop encore ce qu'il faut en faire. Là, il y a un vrai sujet, parce qu'on voit bien qu'il y a un effet collatéral de la politique commune des pêches qui n'est pas allé au bout de là où elle devait aller. Mais sinon, moi, ce que je demande, et je rejoins par contre là tout à fait ce qui a été dit, c'est qu'il faut absolument des études scientifiques qui soient solides et indépendantes, parce que c'est ce qui nous manque le plus. Parce qu'à partir du moment où on aura des études scientifiques solides et indépendantes, à la fois sur l'évolution des espèces et sur les méthodes de pêche, vous assurez qu'il y a énormément de marins-pêcheurs qui nous rejoindront et on peut trouver un point d'entente entre nous tous, voilà, défenseurs de la nature et défenseurs des pêcheurs. Parce qu'à la fin, il y a un intérêt commun. Vous savez, moi, les marins-pêcheurs de chez moi, le vendredi soir, ils arrêtent de pêcher, ils recommencent le lundi, ils prennent des vacances. Ils ne sont pas du tout dans la surpêche et ils ont toujours préservé la ressource. Ils ont eu le souci de la préservation de la ressource avec des méthodes de pêche artisanales qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Et très franchement, voilà, la ressource, elle est en péril depuis quoi ? Depuis 50 ans, depuis qu'on a des méthodes de pêche qui sont beaucoup plus agressives. Et pendant des siècles, ces marins-pêcheurs ont pêché, ont nourri les populations et ont préservé la ressource. Je pense qu'il faut aussi les écouter et construire avec eux un nouveau modèle. Il y a urgence peut-être à le faire. J'ai les chiffres, alors là c'est à l'échelle de la planète. Les stocks exploités à un niveau biologiquement durable, considérés comme tels, sont tombés à 67% en 2015, contre 90% en 1974, ce qui signifie que le tiers des ressources aujourd'hui marines, sous-marines, sont surexploitées. Il y a donc urgence à réagir. Et on doit aussi sensibiliser jusqu'aux consommateurs. J'ai lu aussi qu'en France, on consommait 2 fois plus que ce qui était préconisé en termes de poissons. L'OMS considère qu'on doit consommer pas plus de 11 kilos de poissons par an et par personne. En France, on en consomme aujourd'hui 2 fois plus. 2 fois plus. C'est toute la filière qu'il faut sensibiliser parce que les chiffres prouvent qu'il y a une véritable urgence. Il faut effectivement sensibiliser le consommateur, mais également agir sur le modèle économique de la pêche, réfléchir quel modèle nous voulons. Est-ce que ce sont des bateaux industriels, quelques bateaux industriels qui détiennent tous les quotas et qui sont beaucoup plus faciles à gérer, ou alors une flotte de petits bateaux avec lesquels on a travaillé par exemple sur la pêche électrique, ouais. Voilà. Donc il faut vraiment se poser la question du modèle. À l'heure actuelle,
on n'est pas du tout dans... Enfin, la petite pêche est quand même majoritaire en nombre de bateaux, mais les quotas sont quand même majoritairement détenus par l'industrie. Quelles sont les espèces les plus menacées aujourd'hui en Europe, dans les fonds sous-marins européens? Qu'on comprenne bien. Au-delà des espèces, c'est plus les engins à voir et le gigantisme aussi de certains navires. Par exemple, ces chalutiers pélagiques qui peuvent mesurer jusqu'à 140 mètres et qui viennent pêcher en Manche pendant l'hiver et qui créent la colère des pêcheurs. C'est plutôt ce genre de pêche au-delà de l'espèce. D'ailleurs, j'ai vu que les consommateurs ont quand même un grand besoin d'être sensibilisés. Il y a une étude Que Choisir qui indique que les étiquettes sur les méthodes et la zone de pêche ne sont pas conformes, que dans les 2 tiers des cas, elles ne sont pas lisibles, que les mentions sont absentes concernant l'origine de cette pêche. On se rend compte que c'est toute la filière qui doit être impliquée, et pas seulement justement les pêcheurs. Hein. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre autour de la table tous les gens qui participent. Des études scientifiques indépendante et solide. Ça, c'est, à mon avis, indispensable. 2, il faut qu'il y ait tout le monde. Les pêcheurs artisans, il faut qu'ils soient là. Mais il faut arrêter la pêche industrielle. Quand vous voyez ces énormes bateaux qui font tout, qui ramassent, après qui congèlent, qui coupent, etc., pour que ça soit directement, ça approvisionne directement le consommateur. Ce n'est pas des modèles compatibles si on veut préserver la ressource halieutique. Parce qu'on ne parle que de poissons, mais vous voyez que certains modèles de pêche vous détruisent tout. Et même, moi je me bagarre sur le plan européen, pour pas qu'on utilise les nodules métalliques qui sont à 3000 mètres de profondeur. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de fabriquer des bateaux, vous voyez, pour drainer tous ces nodules, parce qu'on se dit il va manquer de certains métaux, et donc on va... Mais alors là, c'est la fin des fins. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de se dire il faut le truc le plus performant qui coûte le moins cher et il faut informer le consommateur que il faut qu'il consomme moins de poissons et mieux. C'est pour ça que le côté sélectif, c'est important aussi. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Ça sera le mot de la fin. Vraiment un grand merci à tous les trois, à vous Daniel Fasquelle depuis le Touquet et à toutes les deux sur ce plateau de Débat-Doc. Vos réactions, ça sera sur #Débat-Doc sur Twitter comme d'habitude. Merci à Selma Sali qui m'a aidé comme d'habitude aussi à préparer cette émission. Prochain Débat-Doc, je vous donne rendez-vous. Ça sera avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt.